bonsoir. Ouais, super. Bienvenue bienvenue au cinéma de Méliès, bienvenue pour cette 22e édition de la fête du cinéma d'animation, bienvenue pour cette soirée du prix Méléno. Je m'appelle Alan Chic, je travaille ici, je travaille dans l'équipe de programmation et je suis doublement heureux premièrement de faire ça avec l'AFCA, qui est un partenaire régulier avec lequel on travaille depuis longtemps et je suis content de les accueillir pour ce prix et heureux aussi de voir une salle aussi remplie pour cet événement, parce que c'est toujours gageur pour vous, même si je sais que vous êtes des spectateurs assidus, déplacés pour ce genre d'événement, c'est toujours un peu... c'est toujours un pari pour nous en tant que salle de cinéma. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'association de spectateurs Ankara OBS qui s'est mobilisée sur cette séance, et ça me fait plaisir de les voir, parce que ça fait quelques années que je les vois par petits bouts, et là, ils viennent en nombre, donc merci. Merci. Alors, c'est toujours, pour nous, salle de cinéma, on a un talon d'Achille, enfin, je vous le dis, ça reste entre nous, hein. Ce sont les courts-métrages. On ne diffuse pas assez de courts-métrages, c'est inadmissible, et on ne trouve pas la place. C'est pas une question de place, en réalité, c'est une question de volonté. Il y a énormément de courts-métrages qui sortent avec langage, qui sont produits tous les ans, qui passent en festival, c'est le cas de ceux-ci, et qui se retrouvent dans les plateformes, voilà, ou qui se retrouvent dans les chaînes de télé comme Arte, mais en salle de cinéma, la place du court-métrage est difficile. Nous, au Méliès de Montreuil, on essaie de faire le taf, mais c'est pas assez, et en fait, même si on arrêtait de diffuser des courts-métrages, et on diffusait pendant un an des courts-métrages, on ne rattraperait pas le retard. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de faire cette soirée pour la question du court-métrage. Et je m'arrêtais là, je laisserai l'équipe de la faire prendre la parole, mais juste ce que je voulais vous dire, moi, du point de vue d'exploitant, de programmateur, cette année, en termes de cinéma d'animation, est assez exceptionnelle. La semaine dernière sortait Linda Ducoulé de Caramalta et Sébastien Delbach. Dans quelques semaines, Mars Express. Encore un peu plus tard, Sirocco de Valérie de Courander. En fin d'année, un film qui est peut-être pas encore identifié, mais j'espère le sera. C'est Mon ami robot. Donc voilà, on a une fin d'année quand même qui est assez dense en termes de cinéma d'animation. Ce sont des films de très grande qualité. Et moi, en tant que programmateur, ça me fait plaisir de les prendre, ça me fait plaisir de les accompagner. Et j'espère que le public s'en saisira, c'est toujours un produit pour nous. Et à ce propos-là, je vous dis que le 25 novembre prochain, on a le plaisir de recevoir Benoît Chieux, qui est le réalisateur de Sirocco et de Courander, ici même à 14h. Donc voilà, je vous invite à venir à cette rencontre et puis après à soutenir le film qui sortira. Sur ce sujet, je vous demande d'accueillir Sabine Zipsi, déléguée générale de l'AFCA. Merci Alan. Merci beaucoup pour ton accueil et pour l'accueil au Méliès. On est toujours ravis de pouvoir retrouver cette salle qui fait un travail extraordinaire et qui nous laisse aussi l'opportunité de diffuser ces films, comme tu le dis, qui sont trop peu montrés voilà, sur les grands écrans. Et pour nous, c'est important. Donc un grand merci. Merci, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être là ce soir. C'est aussi un plaisir de vous accueillir. Il y a des têtes que l'on connaît, puis il y a des têtes qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu ça l'objectif de ce type de soirée. On est là pour fêter la fête du cinéma d'animation, qui arrive plutôt sur sa fin, mais qui n'est pas encore terminée. J'aurai l'occasion plus tard dans la soirée de vous en parler. La fête du cinéma d'animation, en quelques mots, c'est quoi? C'est un dispositif qui vient accompagner les lieux culturels partout en France, qu'il s'agisse d'une belle salle de cinéma comme celle-ci, des médiathèques, des associations de quartier, des musées et j'en passe, pour célébrer l'animation sous toutes ses formes, pour des projections rencontres comme ce soir autour du format court ou du format long, pour des masterclass, des ateliers, des expositions. Vraiment, l'idée, c'est de voir un peu tout ce qui peut se faire en animation, qu'elle soit française ou internationale, et surtout de proposer cette animation pour tous les publics, des plus petits à partir de 3 ans jusqu'à j'ai presque envie de dire, et notamment pour l'animation adulte. Et ce soir, on est un exemple probant, puisque ce sont des courts-métrages que l'on va vous montrer, des courts-métrages qui s'adressent à un public plus adulte, et on est ravis de le faire dans ces circonstances-là. En quelques chiffres, la fête du cinéma d'animation, c'est 2 semaines d'événements, donc comme je le disais, partout en France et puis à l'étranger, grâce à un partenariat fort avec l'Institut français. C'est plus de 300 structures qui sont mobilisées et à la fin on finira les comptes. Mais en général on arrive autour de 1000 événements organisés un petit peu partout sous toutes les formes que j'ai annoncées précédemment. Cette soirée, ce soir, elle est un peu spéciale parce que c'est elle qui a été à l'origine de ce qui allait devenir la fête du cinéma d'animation qui a été créée en 2002.
c'est la journée mondiale du cinéma d'animation qui est fêtée simultanément, donc plus précisément en fait c'est demain, mais nous on aime bien les vendredis soirs, on préfère faire le vendredi soir. Donc c'est le 28 octobre, fêté partout dans le monde, donc il y a aussi une quarantaine de pays qui a les ACIFA, parce que l'AFCA fait partie d'un collectif, d'un réseau qui s'appelle les ACIFA, et nous sommes l'ACIFA France. Pourquoi le 28 octobre? Simplement, vous essayez de vous projeter, on est donc le 28 octobre, mais en 1892, au musée Grévin à Paris, et là, il y a quelqu'un, Émile Reynaud, qui va montrer pour la première fois au public son invention, avant même, je le rappelle, l'invention du cinéma, qui va être une série d'images fixes, de dessins fixes qu'il va pouvoir animer manuellement, avec un fond musical, etc. Et c'est ce qui allait devenir le cinéma d'animation, un cinéma qu'on appelle image par image. Et c'est en son honneur que le prix Émile Reynaud a été créé par l'AFCA, qui est un prix remis par les adhérents de l'AFCA à un court-métrage professionnel français de l'année. Et donc une partie d'entre eux, vous êtes adhérents de l'AFCA, les autres, vous êtes simples spectateurs, amateurs d'animation dans les rallyes, et puis membres de l'association Rancard de l'US, donc on est encore plus ravis de vous accueillir. Je ne vais pas tarder davantage parce que c'est une belle soirée, on va vous présenter les films, les équipes, en tout cas les membres qui sont présents. On va projeter les films, il y aura un vote. Pendant ce temps-là, je reviendrai vous parler un peu de la fête, parce qu'il se passe encore des choses et que j'ai des partenaires à remercier et des équipes. Mais je vais m'arrêter là et je vais appeler Christophe Yabeuf, qui travaille avec l'AFCA pour aussi valoriser tous ces films et surtout d'arrache-pied avec beaucoup de pugnacité pour trouver des intervenants pour accompagner tous les films. Et c'est lui qui va vous accompagner sur le reste de la soirée. Je te laisse. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle soirée de remise du prix Émile Reynaud. Je vais faire assez bref pour vous présenter parce que l'idée c'est aussi de prendre le temps de discuter après la projection. L'idée c'était de vous annoncer les 7 films sélectionnés, mais vous l'avez sous les yeux. Donc je ne vais pas vous répéter ce que vous pouvez lire en tout cas. Ce qui est important de noter, c'est que certaines équipes sont présentes, certaines équipes ne sont pas là, ils ont peut-être préféré regarder les matchs de rugby, mais ils ont quand même pris le temps de nous envoyer quelques images pour présenter leurs films. J'aimerais après vous présenter les autres réalisateurs, réalisatrices et producteurs, productrices présents. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de l'AFCA d'avoir sélectionné mon film pour participer au prix Émile Reynaud 2023. Et je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Alors, La Grande Arche, c'est mon premier film en tant que scénariste et réalisatrice. C'est un film personnel réalisé en animation traditionnelle et dont tous les décors ont été dessinés à la main et sur papier. Comme vous le savez tous ici, l'animation, c'est une technique qui demande beaucoup de patience et qui peut se révéler éprouvante par sa durée. Alors pour La Grande Arche, entre le premier jet de scénario et le dernier export du film, il s'est écoulé 5 années. À l'origine du projet, il y a un infarctus et puis un déménagement. Et quelques mois plus tard, l'envie de revenir me balader dans le quartier avec un carnet de croquis, juste pour dessiner les gratte-ciels. Pendant plus d'1 mois, j'ai rempli quotidiennement les pages de notes et de dessins réalisés dans le quartier impopulaire de la Défense à Paris. Ce quartier où ma grand-mère avait vécu dans le même appartement pendant près de 60 ans. Ce quartier que tout le monde déteste, mais qu'elle m'a appris à aimer. Un jour, j'ai arrêté de venir et j'ai posé le carnet sur une étagère. La mélancolie s'en était allée et j'étais apaisée. Ce n'est que quelques mois plus tard, en feuilletant les pages du carnet, que j'ai découvert une histoire cachée en filigrane derrière mes dessins. C'est à ce moment-là que j'ai commencé l'écriture du scénario de La Grande Arche. Alors j'espère sincèrement que le film vous plaira, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Bonjour tout le monde. Alors je peux pas être parmi vous ce soir, donc je vous envoie cette petite vidéo. J'ai réalisé La Saison pourpre que vous allez voir. Donc c'est un film qui est un peu comme un rêve qui aurait pris le corps. Voilà, une part de mon inconscient qui s'est livrée dans ce film.
Je l'ai réalisé sur l'écran d'épingle d'Alexei F. Parker. Donc je ne sais pas si dans la salle tout le monde connaît cet outil, mais c'est un instrument composé de centaines de milliers d'épingles sur lequel j'ai dessiné avec des ampoules et voilà, les images sont faites d'ombre et de lumière. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir mes producteurs ou Google qui vous donneront plus de détails. Et cette fabrication a été une longue traversée en solitaire pour moi, assez acharnée mais avec beaucoup de tendresse. Et voilà, j'ai accouché de ces gamines début du printemps dernier et j'espère que vous allez vivre une belle expérience de film, pleine de sensations, de sentiments. Un peu loin de la raison. Et bon film. Et à une prochaine. Bonjour, je suis Stéphane Villemin, le réalisateur de Un genre de testament. Merci beaucoup d'avoir choisi mon film et désolé de ne pas être avec vous. Mon film parle d'un personnage qui a passé et qui a même sacrifié des années de sa vie pour dessiner de l'animation. Ce personnage n'existe pas, mais les animations existent et elles ont donc bien été créées par des personnes qui ont travaillé dessus pendant des années. Donc j'ai travaillé 6 ans sur ce film, dont 5 ans seul et 1 année avec une incroyable équipe d'animateurs et des producteurs géniaux chez Remembers à Paris. Et je suis très content du résultat. J'espère que vous allez apprécier ce film. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Mathilde Bédoué. Voici une courte vidéo car je ne peux malheureusement pas être présente avec vous ce soir. Tout d'abord, j'aimerais remercier du fond du cœur l'équipe de l'AFCA d'avoir sélectionné mon film pour concourir au prestigieux prix Émile Renaud. J'ai réalisé le court-métrage Été 96. C'est mon premier court-métrage, il est réalisé en rotoscopie, c'est-à-dire que j'ai fait un tournage avec des acteurs et que nous avons redessiné image par image le film au crayon couleur sur papier. Il aura fallu environ 3000 dessins et 500 crayons. Ce film est inspiré de souvenirs d'enfance et je parle du moment charnière où on quitte le monde des enfants pour entrer de façon parfois brutale dans le monde des adultes. Je vous souhaite une très bonne projection. Merci. Bon, ils ne sont pas là, mais vous pourrez quand même voter pour eux et je ne suis pas sûr que l'exercice soit plus aisé pour eux d'avoir fait les vidéos en amont que de venir pour ceux qui vont être présents maintenant sur la scène pour se présenter et puis surtout après pour discuter avec vous. Du coup, j'espère qu'ils sont tous là, mais s'il y en a en plus ou s'il y en a qui finalement ne sont pas là, n'hésitez pas à le signaler. Sont normalement avec nous ce soir également donc pour le film Prends cher, Armin Assadipour, le réalisateur que j'invite à me rejoindre. On a le droit aussi de les applaudir, c'est un peu comme une entrée dans un stade, il faut les encourager. Présent également donc pour la saison pourpre, Clémence n'est pas là, mais Raphaël Soato doit être ici, le Bandini Production. Je ne t'ai pas vu, mais c'est peut-être Via Dolorosa, la réalisatrice, Rachel Gouvertz doit être ici également. Également présent toujours pour Été 96, donc vous avez vu la réalisatrice en vidéo, mais Linon Chapuis et Simon Ingelard, les producteurs, productrices sont aussi présents. On a perdu Linon a priori. Et enfin, Luigi Leroy, le chargé de diffusion pour Sacre Bleu Productions, qui représente le film Maurice Sbach, qui présente. Merci à vous d'être venus à Montreuil. Peut-être que vous étiez moins loin que certains. Peut-être que vous êtes venus de très loin et c'est chouette de voir venir faire cet échange. On va surtout discuter après la projection. C'est quand même mieux pour que les gens aient vu vos films. Néanmoins, si vous voulez juste, peut-être un peu dans l'esprit de ce qu'ils ont les uns et les autres annoncé dans leur vidéo, faire un tout petit entrée en matière pour susciter du désir et de la curiosité pour les spectateurs présents. Raphaël, t'es désolé, tu commences. Est-ce que tu es le petit nouveau dans le monde de l'animation? Pas si facile que ça. J'avais pas du tout prévu de présenter le film, j'avais rien préparé, mais
Je ne sais pas si ce que Clémence, donc la réalisatrice du film La Saison Pourpre, a expliqué clair pour les personnes qui ne connaissent pas l'outil, mais effectivement La Saison Pourpre a été réalisée sur un outil qui est très particulier parce que quasi unique au monde. Je crois qu'il ne reste plus que deux lits fonctionnels au monde. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un écran qui est composé de 277 000 épingles, si mes souvenirs sont bons, coincés dans des petits tubes qui glissent. Et en fait, c'est la lumière qui produit une ombre portée, qui va produire le dessin. Donc c'est effectivement de l'image par image, c'est très long à fabriquer. C'est très physique aussi comme outil. Et très solitaire. Et très solitaire, ouais. Voilà. Ça permet de présenter le projet, je pense. Et voilà, c'est un peu... C'est pas exceptionnel de dire qu'on a travaillé de nombreuses années sur le projet parce que je pense qu'on a une image assez classique. Mais voilà, on est très fiers de pouvoir participer à ce prix Émile Reynaud. On remercie l'AFCA, le Méliès, etc. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir. Déjà merci à l'AFCA et au Méliès pour cette projection. Je suis extrêmement ravi. Prochain, c'est mon premier film professionnel après ma sortie de carrière. Et ça remonte à 2016. Comme pour tous les autres réalisateurs et réalisatrices, ça a pris du temps. Et c'est un film qui parle du surpoids chez l'adolescent sous forme de film d'horreur. Du coup, la période s'y prête bien. Je suis assez content de ça. Et puis voilà, c'est pourquoi le surpoids, c'est assez personnel. J'ai un surpoids aussi adolescent. Et je suis extrêmement fan de films de genre. Et je trouvais que les deux pouvaient bien cohabiter ensemble. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et merci. Bonsoir, merci d'être là. Et, mon film, c'est une animation documentaire que j'ai faite. En fait, c'est des histoires très personnelles, fragiles des adolescents qui habitent à Jérusalem. Et j'essaie de les mélanger avec des rituels de Yom Kippour, de 10 jours avant Yom Kippour. C'est des jours que normalement les gens demandent pardon de l'un de l'autre. J'essaie de mélanger la réalité et ce rituel-là. Une bonne projection. Bonjour, je présente les 96 en plus de ce que Merci a dit. Je pense que pour éviter tous les poncifs, c'est surtout la technique qui est un peu différente ici. La rotoscopie, c'est un peu la double peine. Parce qu'on a tourné et redessiné. Donc je vais dire que ça a pris du temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs derrière les personnages qui ont vraiment joué. Le mouvement a été pris sur le décor. On a organisé ça presque comme un tournage normal. Et j'espère que cette double peine a un intérêt dans le réalisme et dans les sentiments qui sont transmis par les acteurs. Aussi, c'est du son en prise de son direct. Donc, voilà, c'est une évolution. Merci pour l'accueil et pour d'être là dans la télévision. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors Tom et Zor malheureusement ne peuvent pas être là, ils s'excusent, mais ils habitent respectivement en Israël et en Finlande, donc il était compliqué pour eux de se déplacer, mais ils sont ravis et très honorés de faire partie de cette sélection, d'autant plus pour Maurice Barr, qui a un film qui leur tient beaucoup à cœur, puisqu'il traite des communautés qui ont longtemps été marginalisées et que l'histoire a eu tendance à oublier, donc ils espèrent que le film permettra de leur rendre hommage et que vous apprécierez le film. Merci à vous 5. On se retrouve de toute façon après la séance. Une séance, vous allez voir, qui
qui dure 1h30, qui est assez, voire très éclectique, et dans les narrations et dans les techniques, bien sûr. Une séance qui n'est absolument pas dans l'ordre des films que vous avez à l'écran, mais vous allez vous laisser porter, puisque on enchaîne les 7 films. Vous êtes parti pour 1h30 de court-métrage, et on se retrouve après. Vous avez voté, on fait pendant ce temps, on meuble avec Sabine pendant que vous votez, et ensuite on retrouve donc les 5 présents invités pour parler un petit peu de leur film avant d'aller boire un verre. Bonne séance, à tout à l'heure. Avec des tons, des techniques, des univers singuliers très différents. C'est ça, le prix Mirino. Quand je vous citais en préambule l'occasion de la journée mondiale et le personnage qui était Mirino, cet inventeur qui a précédé le cinéma avec ce qu'on a appelé les pantomimes lumineuses, c'était cette idée vraiment de l'innovation, de prendre des risques, de pouvoir aborder des genres un peu différents, parce que je rappelle que l'animation n'est pas un genre, l'animation est un langage cinématographique, c'est une technique, et voilà, c'était l'occasion de pouvoir montrer aujourd'hui quels sont en tout cas ces héritiers contemporains. Héritiers contemporains, ce n'est qu'une sélection, c'est une vision que l'on vous a proposée. Donc je vous invite, vous, à voter et à délivrer vos bulletins aux membres de l'équipe qui vont passer entre les rangs pour les récupérer. Ceux qui n'ont pas de stylo, nous avons des stylos. Voilà. On est en capacité de vous fournir beaucoup de choses. Vous voyez, on est très polyvalent. Je profite de ce temps aussi pour remercier l'ensemble des partenaires de la fête du cinéma d'animation, parce que vous vous en doutez, pour fêter une 22e édition, il faut être soutenu, il faut être accompagné. En premier lieu, je vais remercier évidemment le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, la région Île-de-France qui nous permet, avec la DRAC Île-de-France et la ville de Paris, de mener de nombreuses actions sur ce territoire. Et puis après, des partenaires plus éditoriaux, j'ai cité en préambule l'Institut français pour les actions menées à l'étranger. Évidemment, l'agence du court-métrage et la revue Bref qui nous accompagne, l'agence du court-métrage sur les programmes inédits, l'ADAB qui est la plateforme en tout cas qui accompagne les films dans les médiathèques partout en France, la plateforme Benchi, et puis les médias, notamment Cube, Arte, Radio Nova et Télérama. Et je finirai par un partenaire plus fort qui s'est investi davantage cette année, que je remercie très très chaleureusement, c'est Universiné, parce que c'est important pour nous aussi de montrer que le cinéma d'animation se trouve évidemment sur les grands écrans, et c'est ce que l'on privilégie, mais c'est aussi l'opportunité de les retrouver en ligne. Et l'Université nous suit depuis plusieurs années pour valoriser les longs métrages, des courts métrages, donc vous pourrez trouver tous les lauréats, quasiment, grosse partie des lauréats prix Mirino des années précédentes sur l'Université. Et cette année, ils ont fait le choix, et je les en remercie, de doter de manière plus importante la lauréate de ce prix Mirino 2023, mais ils auront l'occasion de vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc merci à eux. La fête du cinéma d'animation, donc là c'est un peu une point d'orgue de presque fin de dispositif. Mais ça continue, et notamment, comme je vous disais, la journée mondiale qui se poursuit ce samedi 28 octobre et dimanche 29 octobre à Issy-les-Moulineaux, dans un partenariat inédit avec la ville d'Issy-les-Moulineaux et le CLAVIN, qui est un super réseau associatif et institutionnel qui va présenter différentes projections, rencontres avec Eléa, Golémélec, autour d'Ernest et Célestine. Demain soir, si ça vous dit, même si c'est pas tout à fait, c'est de découvrir un film inédit qui n'a quasiment été pas montré en salle de cinéma, qui est Aurora, l'étoile arménienne. Un très beau film. C'est complet, Sabine. Je te rappelle que c'est complet demain soir. Ah, c'est quoi? On me dit c'est complet. C'est déjà complet, on va vous l'avez rappelé. Mais sinon, dimanche, vous pouvez aller voir en avant-première si on veut. Ou encore le prochain film de Miyazaki, Le garçon et le hérisson. Voilà. Je vais en profiter. Il y a beaucoup de films avec des hérissons, mais là c'est un héron. Héron, pardon. Merci pour ta remise. Je compris bien. Fais-moi je ponctue. Je
lancement, en fait, les votes sont en train d'être remis, mais on va commencer à inviter les équipes de films à nous rejoindre sur scène pour prendre un petit peu le temps de la discussion. On fera circuler un micro si vous avez des questions dans la salle, parce que c'est l'occasion ou jamais, même si c'est un peu à chaud, tout simplement de les solliciter et de leur faire part de vos questions et de vos remarques. Si tous les votes sont faits, on va peut-être pouvoir passer un peu la parole à vous cinq. Alors, sur mon conducteur de séance, que je n'ai pas fait, c'était marqué la discussion entre les équipes et la salle, mais aussi entre les équipes et les équipes, si vous avez des questions à vous poser entre eux. Vous, voilà, c'est aussi l'exercice qu'on aime bien faire sur le prix Mireno, c'est pas forcément que les questions viennent que de la salle. Si vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas vos films respectifs et vous avez envie de partager un petit peu vos sentiments, vos questions que vous pourriez avoir, n'hésitez pas aussi à vous renvoyer la balle. Je lance juste la première question, mais évidemment, plus vous aurez la parole dans la salle, mieux ça sera. Puisque vous êtes et producteur et chargé de diff et réalisateur, une question un peu collective qui est celle de la rencontre entre le réalisateur ou réalisatrice et vos producteurs, ou de l'autre côté, quand vous êtes producteur, votre rencontre avec votre auteur. Est-ce que c'est comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des projets que vous suiviez, des gens que vous suiviez, ou est-ce que c'est des hasards totaux peut-être de la vie qui ont fait qu'on arrive à ces œuvres-là après pour nous, en tant que spectateurs? T'as le micro, tu commences. Très bien. Moi, j'ai eu un co-scénariste sur le projet, Adrien Bizet, qui m'a rejoint à l'écriture du film, avec qui on a développé le scénario pendant un bon moment. Et j'avais commencé le film avec une production et fini avec les astronautes qui sont présents juste ici. Jean et Vanessa. Et du coup, pour les astronautes, je les connaissais déjà depuis un moment, c'était des amis, et ça l'est toujours d'ailleurs, j'espère. Et du coup, on a discuté du projet, longuement, des intentions. Se sont lancés dans l'aventure et ça s'est super bien passé. Voilà. Je suis très ravi. La question c'était la rencontre, c'est ça? Me concernant, c'est parce que j'avais déjà produit un film sur l'écran d'épingle en 2017, réalisé par Justine Bustecker, qui est dans la salle d'ailleurs, que je remercie, puisque c'est elle qui nous a présenté Clémence Bouchereau qui avait ce projet de la saison pourpre dans les tuyaux. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Clémence, pendant le confinement via un Zoom. Et du coup, c'était assez marrant parce que on n'avait pas cette habitude-là de rencontrer des gens de manière virtuelle. Et en fait, tout le premier travail de rencontre et de pré-développement du projet s'est fait vraiment virtuellement sans se rencontrer. On s'est rencontrés au bout de quand on a réussi à sortir plus ou moins vers fin juin, 3 à 4 mois plus tard, 3 mois plus tard. C'était assez étonnant comme rencontre. Ouais. C'était déjà un projet en écran d'épingle, du coup, dès le départ. C'était déjà de l'écran d'épingle dès le départ en écriture. La saison propre? Ouais. C'était déjà, elle avait déjà fait une base de travail avec une société de production précédente, avec laquelle elle s'est séparée. C'est comme ça qu'on l'a rencontré, on a repris le travail d'écriture, mais la technique était déjà là de base. C'est pour ça que quand je dis que c'est très long, je sais plus, on a parlé, je sais que tout est très long, mais là pour Clémence, ça a pris, je crois, 7 ans au total. Je pose la question parce que l'inconvénient du grand départ, c'est qu'il n'y en a qu'un en France, donc on ne peut pas se faire le film comme on veut quand on veut. Quoi. Oui, c'est ça, il faut être formé. Et après, il faut faire la queue, c'est un gros mot, puisque jusqu'ici, personne n'a réalisé le film, à part Justine, il n'y avait personne qui avait fait le film. Clément, c'est la deuxième. Je crois qu'il y avait eu un bout de film de Céline Devaux, je crois, qui avait été fait en partie sur l'écran, mais des films réalisés dans leur totalité. Pour l'instant, il y en a eu 2. Là, il y a un troisième qui est en train qui a pris la suite, d'ailleurs, chez nos amis les astronautes, avec lesquels on a travaillé en collaboration sur la saison pourpre. Et là, je crois qu'il y a une dynamique qui est lancée de par les 7 ou 8 personnes qui avaient suivi la formation du CNC en 2016, je crois,
Là, il y a une dynamique qui est lancée et des films qui arrivent au fur et à mesure. Et ça a été long à se mettre en place. Il faut meubler combien de temps comme ça? Alors, j'avais cette idée de faire ce film depuis 2018. Ça prend un peu de temps. J'ai rencontré Manu de Mew il y a aussi, je pense, ça fait 5 ans. Et on a commencé à travailler ensemble très vite après. Et je me suis déplacée en France pour faire ce film. Et avec mon partenaire Noam, qui a travaillé sur le film avec moi. Et on a travaillé à Cyclic aussi, on a fait la production de Cyclic aussi avec Orman, qui était là en même temps. Et oui, c'est pour le côté de production, je pense. Pour l'été 96, en fait, Ninon qui n'est pas là, c'est ma compositrice. C'est une amie d'enfance de Mathilde, elle se laisse depuis qu'elles ont 6 ans, elles se sont un peu perdues de vue. Mathilde avait fait les arts déco entre temps. Et en gros, elle n'avait pas forcément l'envie ni l'ambition de faire du cinéma d'animation. En tout cas, ce qu'elle faisait aux arts déco, c'était plus du dessin, elle était plus axée sur le dessin. Et en fait, c'est le fait de trouver des cassettes, je pense que ça nous arrive un peu à tous, de tomber sur des films de vacances, et c'est ça qui a déclenché l'envie, et qui fait que le projet a commencé avec Ninon, et Ninon est venue me voir parce qu'en fait, elle n'a jamais fait d'animation avant. Et du coup, j'ai apporté un peu ce côté-là sur la production de l'animation. Et dans l'idée, normalement, on voulait mettre des images des films de vacances et essayer de créer une histoire autour de ça et mêler à la fois les films de vacances et les prises de vue. Malheureusement, dans la réalisation, ça a été beaucoup plus compliqué de faire ça avec les vidéos qu'avait Mathilde. Du coup, on a tout refait, tout retourné, mais avec l'idée que certaines séquences sont quand même issues des films. Et ma séquence préférée, c'est quand il y a un des parents qui étale de la crème sur le visage de l'enfant et les deux du garçon roux. Je trouve que s'il faut retenir quelque chose du film, de ce que voulait faire Mathilde, c'est ce côté-là, cette sensation des vacances et quand on est jeune, ce souvenir qu'on peut avoir un peu fragmenté de vacances de l'été. Et concernant Maurice Barr, c'est grâce au film de fin d'études d'Invenzor qui ont donc réalisé un film de fin d'études suite à leurs études d'animation en Israël. Le film a tourné un petit peu en festival dans les compétitions films étudiants et c'est comme ça que Ron Diens, le producteur chez Sacre Bleu, est tombé sur leur travail et de fil en aiguille on parlait de ce projet et c'est comme ça que le film est né. Moi j'ai une question d'abord vraiment à vous deux réalisatrices et réalisateurs. Vous l'avez un peu annoncé en ouverture. Il y a un côté très autobiographique, quand même un peu dedans. Et comment vous êtes dans l'écriture, parfois l'autobiographie a du mal à passer au-delà de l'intime. Et comment vous vous êtes posé cette question de rendre peut-être votre histoire un peu universelle et un petit peu apte à toucher tout le monde, et notamment peut-être par un choix de technique ou de genre, parce que c'est aussi un film de genre, ça veut dire que vous avez fait l'un l'autre. Alors, pour moi, vraiment, c'était le choix de mélanger le documentaire, les matériaux documentaires avec mes souvenirs de mon adolescence à Jérusalem. Et j'écris le film avec ma meilleure amie d'enfance, Einat, qui est aussi scénariste. Mais ensemble, on a essayé à trouver ces souvenirs des journées, des soirées qu'on a passées. On est passé à Jérusalem, les gens qu'on a rencontrés.
Après, ça m'aidait vraiment d'aller juste rencontrer des gens dans la rue, de voir, de filmer, juste de parler avec eux. Et pour moi, c'est vraiment c'était le processus de créer ce film. Ça vient de là. De ma part, comme vous l'avez dit, le film de genre m'a permis vraiment de me détacher un peu du sujet, de mettre une image sur le sujet vraiment assez définie. Il y a plein de situations dans le film que j'ai cachées dans ce que j'ai vécu. Par exemple, le bras du père le père qui ouvre son bras, des situations similaires, un peu bizarres dans ma jeunesse, avec une tante. Et du coup, ça m'a bien marqué. Et essayer de piocher toutes ces petites situations-là qui m'ont un peu marqué plus jeune et de mettre dans une vraiment dans un scénario. Enfin, mon co-scénario m'a beaucoup aidé à structurer en fait toute l'écriture à partir de ces souvenirs-là. Et voilà. C'est une question pour Rachel Kuckart, pardon. Puisqu'il s'agit d'un documentaire et qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le dialogue, j'aurais voulu savoir si, notamment les paroles, les personnages et les gens qui apparaissent, sont des enregistrements d'archives, des choses qui datent de votre adolescence ou des choses actuelles avec des gens qui sont jeunes, qui sont à Jérusalem aujourd'hui. Voilà, si c'est des enregistrements d'archives. Alors, vraiment, j'ai tourné à Jérusalem avant que j'ai fait le film. Et beaucoup de dialogues que j'ai capturés et j'ai mis dans le film. Et c'est là, alors c'est vraiment plutôt documentaire. Mais après, j'ai mélangé ça avec beaucoup de symboles et je ne sais pas comment dire ça en français, de reconstructions, des moments desquels j'avais des souvenirs. Et je mélangeais tout ça ensemble. C'est vraiment un mélange. Du coup, j'avais une question pour Armin. C'était une question de savoir, vous parliez de votre propre expérience. Et c'était de savoir pourquoi en fait avoir fait des choix. Enfin, comment vous avez pu établir les choix assez de représentation à tous les contextes, enfin le quartier, les représentations comme ça. Enfin, dans l'idée, qu'est-ce qui vous a motivé de dire, par exemple, l'inclusivité, les choses comme ça? Je sais pas si c'est très clair, mais... En fait, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Argenteuil, pas loin de Paris. Et en fait, c'est une volonté de montrer un environnement et des personnages que j'ai croisés pendant longtemps et que je ne voyais pas suffisamment à l'écran. Et pour la mise en place, j'ai vraiment voulu essayer de ne pas non plus mettre l'accent là-dessus, mais vraiment rester sur le sujet et que ça soit naturel en fait. Merci beaucoup. C'est encore une question pour vous. Vous dites que vous avez vraiment voulu faire un court-métrage de genre, mais là ça touche vraiment au sous-genre du body horror un peu. Et je me demandais si vous vouliez parler d'horreur ou si vraiment les thématiques liées au corps, c'était ce qui vous intéressait vraiment, et si vous pensiez continuer là-dedans plus tard, si c'était vraiment ça un petit peu votre intérêt dans le cinéma.
Pour ce film-là, où j'ai vraiment voulu effectivement mettre l'accent là-dessus, sur la perception qu'on a de notre image, il y a beaucoup de plans de miroirs déformés, et ça joue vraiment là-dessus. Et des sensations aussi que j'avais plus jeune vis-à-vis de mon propre corps, de ce que me renvoyait le regard des gens, que ce soit dans la vie de tous les jours, au sport, peu importe. Et j'aimerais bien continuer effectivement là-dessus, mais après, pour moi, il faudrait trouver un sujet qui s'y prête. Donc, dans les médias, j'aimerais bien, mais je n'ai pas forcément l'idée tout de suite pour rester dans cette continuité-là. Mais c'est quand même une thématique qui vous intéresse, j'imagine. Oui. Moi, j'ai une question pour Raphaël, à propos de la saison pourpre. Je voulais savoir à quoi ressemblait le scénario du film. S'il y avait un scénario ou s'il y avait forcément un texte, puisque on cherche de l'argent beaucoup avec un texte en France. Et voilà, je me demandais à quoi ça ressemblait. Excellente question. Alors là, pour le coup, c'était un scénario ultra construit, méga détaillé, hyper long, et qui évidemment, en tout cas le rendu du film scénaristiquement parlant n'est pas à l'image du texte écrit, qui était extrêmement narratif et ouais, très très détaillé. Et pour plein de raisons différentes. C'est pas que le film ne ressemble pas au scénario, bien au contraire, mais c'est que le film a pris une autre forme que ce que proposait le scénario, mais c'est essentiellement lié à l'outil même, qui est, pour les spécialistes en tout cas comprendront, qui peut être très retors par rapport à ce que le réalisateur ou la réalisatrice peut vouloir faire ou imaginer. Et du coup, Clémence était obligée de composer avec j'ai envie d'employer des grands mots, mais ça sert à rien. Il était obligé de composer avec ce que l'écran lui permettait de faire ou pas faire, ce qui fait que ça a transformé petit à petit le scénario. En tout cas, le texte était vraiment très très écrit comme un scénario de fiction live très détaillé. Alors, bonsoir. Avant de poser ma question, je tenais à dire merci pour cette projection parce qu'elle était vraiment super. J'ai beaucoup aimé tous les courts-métrages qu'on a pu tous voir. Et la question précédente inspire ma question. J'aimerais bien savoir quels étaient en fait les choix qu'on n'a pas pu voir en fait durant les courts-métrages définitifs, c'est-à-dire ce que vous avez choisi de ne pas garder. Et c'est une question que je pose aux réalisateurs et réalisatrices comme les producteurs qui sont là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu justement en termes de choix, de couleurs ou choix scénaristiques? Ça titille un petit peu ma curiosité. Voilà. Me concernant, j'avais une base beaucoup plus développée de scénario, plus classique, où on voyait le monstre apparaître, tout un développement autour de ça, et on a dû... le film est déjà assez long, du coup on a dû faire des choix de coupe, et j'ai trouvé ça pertinent de commencer directement dans l'action, c'est-à-dire le monstre est présent, les problématiques sont posées directement dès le début. Et le scénario, c'est aussi pas mal construit au fur et à mesure avec la fabrication, où j'ai modifié quand même pas mal de choses, notamment pour créer un peu d'empathie autour du personnage de Venance. Parce que ces actions ne sont pas non plus très bien, quoi. Oui, pour moi, je pense que ça va être vraiment beaucoup de dialogues que je tournais, quand je tournais à Jérusalem,
été capturé. Et vraiment, comme on fait le film documentaire, je pense que peut-être il y aurait eu plus de dialogues, plus de moments très lents pour avoir cette atmosphère, pour avoir du temps, pour avoir du temps pour penser à tout ça qui se passe dans le film. Mais là, c'est vraiment un court-métrage, alors j'essayais juste peut-être transmettre l'atmosphère de cette ville-là et juste avoir des focus sur l'atmosphère. Mais il y a beaucoup de dialogues que j'aimais vraiment et que je ne peux pas mettre dans le film. La question s'adresse aussi au producteur, je pense. Simplement, le film, on a tourné avec des acteurs avant de commencer l'animation et on a fait un montage avec les images tournées avant de faire l'animation. Et le montage, il faisait 14 minutes. Ça fonctionnait. Franchement, ça fonctionnait en image, en prise de vue réelle. Et là, j'en reviens un peu à ce qui était dit tout à l'heure sur le fait que l'animation, c'est un langage cinématographique. On a animé les 14 minutes, presque, pas en entier, mais on a bien avancé. Et en fait, ça fonctionnait plus en animation. En termes de rythme, il y avait des choses qui étaient un peu laborieuses. Et donc, on a coupé 2 minutes, presque animées, ce qui représente peut-être 2 mois de travail. Donc, entre la fiction et l'animation, il y a vraiment 2 langages un peu qui diffèrent. Et en ce qui concerne Maurice Barre, Tom Hetzor avait déjà une idée très précise du ton qu'il voulait donner au film et ce dont il voulait parler dans le film, étant donné que c'est inspiré d'une histoire vraie et du personnage de Maurice qui a réellement existé. Donc il n'y a pas eu vraiment de choses qui ont été totalement abandonnées au moment de l'animation et de la création même du film. Ce que je sais, c'est qu'au début, le film était très axé sur la vie du personnage de Maurice. Mais au final, en fait, comme on a assez peu d'archives sur ce personnage, les réalisateurs se sont permis de prendre des inspirations dans d'autres documents d'archives qu'ils trouvaient sur la même période. Et ça permet d'étoffer un peu l'histoire et de donner des visions complémentaires à l'histoire. Et nous concernant, ça fait écho à la question précédente par rapport au scénario, parce que, en fait, pour la saison pour le scénario était tellement écrit, je pense qu'en fait, il a été pensé sans réfléchir à l'aspect sonore du film. Et en fait, quand on est rentré en réalisation du film, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui pouvaient passer par le son, donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas tournées à proprement parler parce qu'elles se retrouvent dans le hors-champ par le son. Et grosso modo, après, techniquement parlant, on a dû couper peut-être 1 ou 2 séquences qui étaient notamment des séquences de transition, la séquence de repas où toutes les petites doivent manger une noix, qui ont été soit coupées, soit simplifiées. Mais c'est pas tant qu'on a enlevé des choses, c'est plus qu'on les a transférées sur l'aspect sonore. Voilà. Et elle a travaillé avec la bande son déjà, plus ou moins. Pardon ? Elle a travaillé depuis la bande son, ou la bande son est arrivée quand même après? Ça se fait en parallèle, quoi. C'est-à-dire que assez rapidement, on a commencé à travailler sur le son. Je pense au bout de même pas 2 mois, on était déjà en train de faire des prises de son et commencer à assembler des choses, même sans avoir tourné certaines images. Et puis après, ça s'assemble au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'était clair. Il y a un temps informel après autour d'un verre et une petite chose à grignoter, donc je pense qu'on peut arrêter l'échange formel justement et vous remercier, vous 5, d'être venus ce soir à Montreuil. Merci à vous tous dans la salle évidemment d'avoir été présents.
compte sur vous pour que l'année prochaine, l'ensemble de la salle soit rempli. Plus on avance et plus il y a du monde au Méliès pour notre soirée derrière. Donc on espère que l'année prochaine, vous serez encore plus nombreux, vous ferez passer le mot. Et donc avant que Sabine donne le verdict, juste rappeler que la fête continue demain en Issy-les-Moulineaux, mais elle continue à Montigny-le-Bretonneux avec une séance du Sommet des Dieux en présence du storyboarder du film, ou un mot avec une séance de Unicorn Wars en présence du chef animateur 3D. Aussi nous montrer que la fête d'une animation, c'est l'occasion de rencontre, de faire des rencontres avec pas que les réalisateurs, mais avec les équipes des films. Puisqu'on pense que, vous le savez, à part quand on fait du écran d'épingle, et encore, on travaille quand même en équipe aussi quand on fait du écran d'épingle, que tous les métiers dans l'animation ont l'intérêt et nécessitent de pouvoir aussi en parler et rencontrer les publics. Donc, faites un jet de train ou de RER et venez aussi dans les salles. Et on finira dimanche à Saint-Michel-sur-Orge avec Elena Copé-Mévélec. C'est la suite et la fin des tournées. Je laisse Sabine délivrer le verdict. Et on se retrouve autour d'un verre. Merci, je me rejoins Christophe pour vous remercier vraiment de votre présence, de jouer le jeu aussi, d'accompagner vos films, ce que vous avez produit, ce que vous avez réalisé, parce que c'est des temps comme ça qui font qu'on donne une vraie plus-value à la projection des films, et je pense que c'est important. Et je pense que ceux qui sont de l'animation, et puis aussi tous les autres, parce qu'il y a un vrai public au cinéma Méliès, s'en souviendront, donc merci à nouveau. Donc c'est moi qui vais avoir le privilège de vous révéler le lauréat de ce prix Émile Reynaud 2023, qui, je le précise, je veux un petit peu de patience, et donc comme je le disais, doté par Universiné par une dotation en acquisition d'une valeur de 1 000 €, ainsi qu'un abonnement à la plateforme pour une durée d'1 an, Universiné. Je vous invite aussi à vous abonner parce que ça vaut vraiment le coup, il y a un superbe catalogue. Et également par un autre partenaire, un an d'abonnement à la plateforme et la revue Bref Magazine du court-métrage. Et donc le prix Émile Reynaud 2023 attribué par les adhérents de l'AFCA a été attribué donc à Un genre de testament de Stéphane Villemain chez la Production. Voilà. C'est la première fois que ça nous arrive, on n'a pas de représentants. L'équipe est avec nous, mais ne vous inquiétez pas, on le lui donnera. Je profite encore d'avoir le micro pour remercier aussi d'autres personnes qui ne sont pas les réalisateurs et les réalisatrices, mais c'est l'équipe de l'AFCA voilà, qui est sur, on va dire, à pied d'œuvre pour pouvoir monter tout simplement ce dispositif qui, là, on vous parle de l'Île-de-France, mais en fait, il se passe plein de choses, on a bougé un petit peu partout, il y a des choses qui se passent en Ariège, en Nouvelle-Aquitaine, enfin voilà, il y en a un petit peu partout. Donc, j'ai commencé à remercier Christophe Liabeuf, que je remercie à nouveau pour son accompagnement et la ténacité qu'il a et cette capacité à pouvoir trouver des intervenants pour accompagner des films, même dans des toutes petites salles, même en milieu rural, et ça, c'est important, parce que c'est ça le travail de la fête, c'est de l'ingénierie culturelle, c'est de trouver des solutions quand il y a des demandes. Je remercie évidemment aussi Jeanne Fromer, en plus, qui nous a rejoint il y a 1 an maintenant à l'AFCA, et qui nous accompagne aussi sur la fête du cinéma d'animation, Benoît Mandeville à l'administration, et Rachel Léger, que je ne vois pas, oui, Rachel qui est là, Rachel qui a sillonné toute la Seine-et-Marne et qui non, vraiment, elle revient de la Seine-et-Marne parce qu'on a un gros dispositif là-bas et je la remercie pour sa présence cette année. Bérangère Boudvin aussi à la communication qui en plus s'est retrouvée un petit peu seule aux manettes de la communication, c'était un sacré boulot. Évidemment Lumia et Amy qui étaient un peu moins présentes sur la fête en tant que telle, mais qui étaient présentes pour la préparation ce soir, et Martin, notre photographe. Voilà. Je tenais à les remercier, je crois qu'on peut les applaudir quand même parce que c'est un très public. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les cours, voilà, qui sont offerts à tout le monde, et comme ça, on continuera les échanges. Merci à toutes et à tous.